Chers collègues, chers étudiants, chers amis, un problème de lumière. Il y en a trop. Grandeur et difficulté de l'enseignement. Si vous le permettez, je commencerai par la difficulté avant de parler de la grandeur. Mon exposé se découpera en 3 points principaux. Le défi premier de l'enseignement, d'abord, à savoir la difficulté première qui en fait aussi pressentir la grandeur. Donc, le premier point. Vous pouvez mener un cheval à la fontaine, mais vous ne pouvez pas le faire boire. De même, écrit William James, vous pouvez mettre un enfant à l'école, mais vous ne pouvez pas lui apprendre les choses nouvelles que vous désirez lui enseigner qu'en faisant appel tout d'abord à ses réactions instinctives. C'est lui qui doit faire le premier pas. Avant un acte accompli de sa part, vous n'aurez rien acquis en lui. Représentez-vous un enfant dont la passivité ne répond en aucun point aux sollicitations du pédagogue. Comment ferez-vous le premier pas dans son éducation? Fin de la citation. Tel est sans doute le premier défi posé à tout enseignement, quel que soit le niveau et la matière concernée. Paul Valéry notait dans le même sens, je cite, « Pour apprendre quelque chose à quelqu'un, il faut avant tout provoquer en lui le besoin de cette connaissance. Cela suffit, le reste n'est rien. » Et encore, « Tout enseignement est vicieux qui ne commence pas par exciter le besoin auquel il est destiné à répondre. » Mais c'est Simone Weil qui l'a dit le mieux, je cite, « L'intelligence ne peut être menée que par le désir. Pour qu'il y ait désir, il faut qu'il y ait plaisir et joie. L'intelligence ne grandit et ne porte de fruits que dans la joie. La joie d'apprendre est aussi indispensable aux études que la respiration au coureur. Là où elle est absente, il n'y a pas d'étudiants, mais de pauvres caricatures d'apprentis qui, au bout de leur apprentissage, n'auront même pas de métier. » Fin de la citation. En d'autres termes, l'ennemi numéro 1 est tout ce sont plutôt ce que Whitehead appelait les idées inertes. Les idées simplement reçues, sans être utilisées, mises à l'épreuve, jointes à d'autres en des synthèses ou des agencements nouveaux. C'est parce que la pensée est utile que l'éducation intellectuelle est utile. Il importe au plus haut degré d'être soi-même constamment conscient de cette utilité si on veut pouvoir la faire pressentir aux autres, en particulier aux jeunes. Le défi par excellence de l'enseignement tout entier est, on le voit, de maintenir la connaissance vivante, de l'empêcher de devenir inerte. On a affaire à l'esprit humain, pas à de la matière morte. L'intelligence humaine n'est jamais passive, elle est en perpétuelle activité, délicate, réceptive, sensible aux stimulations. L'intérêt d'un sujet doit être suscité ici et maintenant, l'éveil de l'élève doit s'effectuer ici et maintenant, tout le potentiel vital de l'enseignement doit pouvoir transparaître ici et maintenant. L'expérience et la psychologie ont dès longtemps montré qu'il n'y a pas d'impression durable sans expression. Car l'expression donne une impression nouvelle, celle d'avoir agi, et complète l'expérience. L'idée s'incorpore en nous comme associée à tout ce qui y était déjà présent. C'est que nous sommes des êtres agissants. Notre pouvoir intellectuel à chacune et chacun résulte de l'activité commune de toutes nos facultés. L'important, c'est l'activité totale de notre esprit. Plutarque faisait observer qu'une majorité de gens croient qu'il importe d'abord d'apprendre à parler alors qu'on doit apprendre à écouter pour commencer, et à écouter de manière attentive, active. Une participation active de l'étudiante ou de l'étudiant à l'enseignement est en ce sens indispensable à tout apprentissage. Savoir bien interroger, après avoir écouté, est un art essentiel qu'on doit apprendre également. L'esprit humain n'est pas comparable à un vase qu'on remplit, mais bien plutôt à une matière combustible qu'une étincelle peut enflammer. Se contenter d'admirer passivement une raison à l'œuvre est comme aller chez le voisin pour lui emprunter de quoi allumer un feu chez soi, puis préférer ensuite se réchauffer longuement devant son feu à lui. C'est au contraire sa propre originalité, ainsi que son propre désir de penser et de découvrir le vrai qu'il importe d'éveiller. Encore qu'en un sens différent du sien,
car il était poète, chacune et chacun de nous pourrait dire, comme Phemius chez Homère, autodidactos eimi, je suis autodidacte. Cela vaut pour l'étudiant comme pour le professeur avant lui. Newman osait avancer même que, je cite, l'auto-éducation sous n'importe quelle forme, au sens le plus strict, est préférable au système d'enseignement qui, tout en professant tellement, fait en réalité si peu pour l'esprit. Fin de la citation. Nous rencontrons ici l'idée fondamentale entre toutes de la maïeutique, le mieux rendu par le sens ordinaire du mot en grec, l'art de faire accoucher. Un des plus grands maîtres de tous les temps, Socrate, se comparait en effet à une sage-femme dont l'art ne consiste pas à accoucher elle-même, mais bien à assister l'accouchement d'autrui. De même est-ce l'élève qui enfante une idée, pas le maître, lequel ne fait qu'aider la nature, à l'instar du médecin quant à la santé. Mais je reviendrai sur ce dernier exemple plus loin. Deuxième point, comment faire? Si tel est bien le défi, la difficulté centrale, comment s'y prendre pour le relever? Ce défi, cette difficulté en engendre d'autres, pour ainsi dire, et qui reviennent à la question de trouver les moyens. Or, ces moyens diffèrent selon les disciplines. Je procéderai par des exemples d'abord, empruntés à trois types d'enseignement. A, l'enseignement de disciplines plus immédiatement pratiques, telles l'administration. B, l'enseignement des sciences. C, l'enseignement des arts, des lettres et sciences humaines. D'abord l'administration. On va voir un exemple d'enseignement pratique. On conviendra que la fonction principale de l'étude, en pareil cas, est de former des administrateurs plus dynamiques, aptes aux affaires, aux relations personnelles, imaginatifs, créateurs, constructifs. Dans l'organisme social complexe du monde moderne, l'aventure de la vie et l'aventure intellectuelle vont de pair. Comment s'y prendre? C'est au contact des questions concrètes et des problèmes que se forme ici comme ailleurs l'intelligence, pas en apprenant les solutions. Le choc de la réalité est un levier essentiel, comme le rappelle très à propos Michel Crozier dans son remarquable ouvrage « La crise de l'intelligence ». L'apprentissage quantitatif des connaissances qui méconnaît l'intelligence créative est mal adapté à un monde de la responsabilité ayant à faire face à des situations de plus en plus inédites. Cela a toujours été vrai, mais jamais autant que maintenant, où les défis sont ceux d'une plus grande complexité et d'une plus grande liberté. De plus, je cite Michel Crozier, le monde change de telle sorte que la part de l'exploration, du diagnostic et du choix de problèmes devient beaucoup plus importante que celle de leur solution. L'absurdité française, il parle de la France, l'absurdité française, c'est de croire que la formation des ingénieurs comme machine à trouver des solutions est la bonne formule pour recruter des dirigeants qui auront surtout comme tâche de déterminer quels sont véritablement les problèmes. Or, cet accès au réel passe obligatoirement par une écoute interactive où n'aura pas lieu. On croirait réentendre plus tard quelques que je citais il y a un instant. Michel Crozier voit avec raison dans l'apprentissage de l'écoute et dans l'analyse qui enrichit l'écoute ce qui manque le plus de nos jours, en particulier parmi les élites appelées à gouverner. Je cite Crozier, « Seul celui qui sait écouter pourra faire de sa parole un acte de communication. L'écoute est le premier acte du respect et de la tolérance qui rend possible le débat démocratique. » Fin de la citation. Non pas une écoute passive et hiérarchique du type de celle où les élèves n'écoutent que le maître et n'apprennent pas à s'écouter les uns les autres, donc à débattre avec tolérance. Le message des manifestants qui descendent dans la rue n'est plus celui des grèves classiques de type revendicatif, et il est pourtant clair, écoutez-nous. Face aux problèmes inédits qui se présentent aujourd'hui, l'écoute est irremplaçable. Le point de départ du comment enseigner ici, c'est, on le voit, les problèmes concrets et les points de vue opposés qu'ils suscitent. Deuxième exemple, les sciences. Lowes Thomas, éminent homme de science lui-même,
résume mieux que personne la situation véritable du savoir scientifique. Je cite: « Le seul morceau solide de vérité scientifique à propos duquel je suis totalement confiant, c'est que nous sommes profondément ignorants de la nature. À vrai dire, je considère cela comme la découverte majeure des dernières 100 années de biologie. » Il écrit ça à la fin du XXe siècle. C'est cette soudaine confrontation avec la profondeur et l'étendue de l'ignorance qui constitue la contribution la plus significative de la science du XXe siècle à l'intellect humain. Nous y faisons enfin face. Maintenant que nous avons commencé à explorer pour vrai en faisant de la science sérieuse, nous entreapercevons combien énormes sont les questions et combien loin d'avoir trouvé réponse nous sommes. Fin de la citation. Il s'agit de concentrer l'attention sur ce dont la science, justement, nous a fait d'attention sur ce qui n'est pas connu, sur le degré insoupçonné d'ignorance où nous étions et sommes encore, et dont la science, justement, nous a fait prendre conscience au XXe siècle, d'éveiller aux perplexités diverses dont la science véritable est faite pour la plus grande partie et qui ne cadrent guère ensemble pour le moment. Il convient, en un mot, de célébrer l'ignorance où nous voilà enfin parvenus, car elle fait partie maintenant de l'ignorance connue, la simple ignorance dans le vocabulaire platonicien, par opposition à l'ignorance ignorée, la double ignorance dans ce vocabulaire platonicien. Grâce aux neurosciences, à l'océanographie, à l'astrophysique, mais aussi grâce à la psychologie des profondeurs, à l'histoire des religions, pour ne citer que deux des sciences humaines avancées, si je peux me permettre déjà ici une brève incursion dans le domaine dont je parlerai un peu plus loin, et à tant d'autres disciplines qui ont spécialement progressé à notre époque. La célébrer, donc, cette découverte de notre ignorance, par l'émerveillement et la perplexité qui sont toujours le sine qua non de toute découverte. La science ne pense pas, disait Heidegger, en un jugement apparemment plus sévère même que l'observation non moins célèbre de Platon, selon laquelle les géomètres rêvent. Dans la mesure où nous n'aurions pas une conscience critique de ce que nous faisons en géométrie, où nous nous abstiendrions d'en interroger les fondements, notre état ressemblerait tout à fait, il est vrai, à du somnambulisme, même pas à du rêve lucide. Est-il vrai cependant que la science ne pense pas? Cette remarque de Heidegger serait juste, sans doute, relativement à la technoscience. Le savoir technique, c'est par exemple celui que fournissaient les sophistes de l'Antiquité. Comment bien parler pour séduire ou persuader? Comment effectuer telle opération mathématique, ainsi la quadrature du cercle? Réponse, fais comme moi. Supposons un problème de chimie, de physique, de mathématiques. La méthode d'enseignement consisterait à dire, tu fais cela comme cela, en m'imitant, puis cela viendra à force d'exercice et de pratique. Copie-moi, puis répète, et tu seras bon. Se contenter d'enseigner ainsi le comment ne saurait au contraire suffire à l'enseignement des sciences proprement dites, puisqu'on risquerait de ne transmettre alors que des techniques. La remarque de Heidegger serait injuste, s'agissant du savoir scientifique proprement dit, qui permet de créer les nouvelles théories indispensables au réel progrès scientifique. Comprendre à fond la problématique de sa recherche, savoir mettre en question les présupposés de sa discipline dans son état actuel est nécessaire à tout savant digne de ce nom, qui doit être en mesure de faire progresser des connaissances en son domaine, comme le firent Einstein, Heisenberg et leurs successeurs en physique au XXe siècle. Peut-on enseigner toutefois un savoir aussi fécond? Et si oui, comment? Ce ne pourrait être qu'à la condition expresse de respecter la démarche naturelle de la pensée que je viens d'évoquer, qui commence par le questionnement fessien. C'est dire qu'il faut faire participer les jeunes esprits sans tarder aux arguments en présence dans les grandes querelles scientifiques de l'heure, les initier d'entrée de jeu à l'aventure exaltante de la science, les éveiller aux problèmes innombrables, parfois considérables, à résoudre, concentrer leur attention sur ce qui n'est pas connu. L'étrangeté du monde ouvert par la théorie des quanta en physique, par exemple, les énigmes encore impondérables de la cosmologie, et ainsi de suite.
La science véritable est principalement constituée de perplexité, ne cadrant pas du tout ensemble pour le moment, et c'est elle qui nous aura permis, au XXe siècle, de prendre conscience, comme je le disais, du degré insoupçonné d'ignorance où nous étions et sommes encore. Nous aurons besoin de plus en plus, pour avancer, du travail de toutes sortes de cerveaux hors des champs de la science, surtout des cerveaux de poètes à coup sûr, mais aussi ceux d'artistes, de musiciens, de philosophes, d'historiens, d'écrivains en général. Faute de donner à l'étudiant le sens de la grande aventure des sciences, on l'empêche de s'émerveiller, de devenir par conséquent lui-même créateur un jour. On lui fait accroire que ce qu'il ne comprend pas est simplement dû au fait qu'il ne connaît pas lui-même tous les faits, alors qu'en réalité, les savants les plus avancés sont tout aussi médusés que lui. Tout progrès scientifique dépend de la transformation d'une réponse en question. Nous retrouvons donc là encore un point de départ analogue au précédent. Il ne saurait y avoir d'enseignement véritable des sciences qui ne fasse état des problèmes et des questions de ce que la langue anglaise appelle « bewilderment », à savoir un mélange de perplexité et d'émerveillement dont je parlais, devant l'immensité et la profondeur de ce qu'il reste à découvrir parmi les réalités même les plus familières, la vie biologique par exemple, la conscience, voire la musique. Mais ces deux derniers exemples relèvent, il est vrai, d'un autre domaine que celui des sciences proprement dites, des sciences pures si on veut, celui des sciences humaines dont je parlerai maintenant. Donc troisième exemple. Les lettres, les arts et les sciences humaines. L'importance que l'on accorde à la démarche des sciences pures vient de ce qu'elle est la seule qui paraisse rendre possible un accord universel en reposant sur une réduction préalable de l'expérience humaine à deux domaines extrêmement limités l'un et l'autre, celui de la perception et celui du raisonnement formel pur. La décision méthodique de s'en tenir à leur double évidence implique la mise entre parenthèses d'immenses régions de l'expérience et de tous les discours en lesquels ces dernières tentent de se dire, de s'expliciter et de se comprendre. Le domaine des arts et des lettres, celui des sciences humaines selon l'acception courante du terme, recouvre ces immenses régions de l'expérience dont je viens de parler, et c'est lui qui cerne l'être humain de plus près. De là la place centrale de ce qu'on appelait autrefois, et encore aujourd'hui, les humanités, même si elles sont des domaines de controverse, là où les sciences dites exactes ne le sont pas. Car pour les humanités, le seul référent ultime est l'humanité elle-même. C'est un domaine où l'imagination et les émotions sont profondément impliquées et qui concerne plus directement la connaissance de soi. Quoi de plus méprisable que le mépris de la connaissance de soi? Le type de communication qu'implique le renseignement à son meilleur est particulièrement remarquable. Il s'agit de la sorte d'enseignement qu'incarne Socrate, dont j'ai dit un mot tout à l'heure. L'enjeu de cette dernière est l'éveil, l'esprit de recherche et de découverte, touchant des matières aussi vitales que l'esprit lui-même et tout ce qui est donné dans l'expérience interne, à commencer par les questions d'ordre éthique ou métaphysique même. La vérification ne se fait évidemment pas par les sens, en pareil cas, les objets d'investigation étant alors ou bien purement intelligibles ou en tout cas accessibles à la seule expérience interne, ainsi par exemple la loi morale en moi, la voie de la conscience, la pensée elle-même, l'amour. Il s'agit dès lors d'éveiller l'esprit d'autrui à la conscience de quelque chose d'intérieur dans les profondeurs du moi. La similitude que propose Socrate et que j'évoquais au début reste la meilleure. L'enseignant ou l'enseignant sont comparables à des sages-femmes qui ne peuvent qu'aider à porter au jour la conception déjà présente dans la personne qu'ils assistent. Quoi de plus admirable que ce pouvoir qu'a le langage de porter au jour des vérités qui gisaient là, endormies, non critiquées, informes en apparence et qui auraient pu demeurer à jamais inconnues. Les arts nous font entrer en nous-mêmes, dans les grands espaces et les vastes palais de l'imagination et de la mémoire, où se trouvent d'innombrables trésors d'images et tout ce que construit notre esprit, et où nous nous rencontrons aussi nous-mêmes
de manière particulièrement révélatrice dans cette exigence de nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes qu'est la conscience. Il civilise et raffine notre affectivité, l'épanouissent. Ce sont ces faits d'expérience qui expliquent que de grands philosophes ont pu décrire l'apprentissage comme un ressouvenir, une anamnèse. Le mot allemand Erinnerung, qui se traduit par souvenir, a aussi un autre sens que relève bien Hegel. Cet autre sens est celui, je cite, celui de se rendre intérieur, d'entrer en soi. C'est le sens intellectuel et profond du mot, écrivait Hegel. En ce sens, on peut dire que le fait de reconnaître l'universel n'est rien d'autre qu'un ressouvenir, un acte d'entrée en soi, et qu'ainsi nous portons notre intériorité à la conscience. Fin de la citation. Quand vous dites « j'ai de la difficulté à saisir », où tentez-vous de saisir? Pas ici devant vous sur la table, comme vous saisissez votre crayon. C'est en vous que vous saisissez, que vous saisirez. Et vous saisirez en vous en remontant à du déjà connu. Quelle sorte de prendre et apprendre, pourrait-on demander? Le véritable apprendre est, écrit Heidegger, je cite, un prendre suprêmement remarquable, un prendre dans lequel celui qui prend ne prend que ce qu'au fond il a déjà. À cet apprendre correspond aussi l'enseigner. Enseigner, c'est donner, offrir. Mais ce qui est offert dans l'enseignement n'est pas ce qui peut être appris. Ce qui est donné à l'élève, c'est seulement l'indication lui permettant de prendre par lui-même ce qu'il a déjà. Il s'agit de porter à la connaissance réellement et à fond ce que nous savons déjà. Un tel apprendre, le seul qui nous importe ici, requiert de séjourner en permanence près de ce, comme l'écrit Heidegger, près de ce qui en apparence est le plus proche, par exemple, près de la question « qu'est-ce qu'une chose ?» Du point de vue utilitaire, nous ne faisons que demander sans trêve la même inutilité notoire. Qu'est-ce que la chose? Qu'est-ce que l'ustensile? Qu'est-ce que l'homme? Qu'est-ce que l'œuvre d'art? Qu'est-ce que l'État? Qu'est-ce que le monde? Fin de la citation. Chaque cours en sciences humaines doit être une découverte faite en commun, où l'on retrouve sous une forme neuve les connaissances. Elles redeviennent fraîches, inattendues. Quelque chose prend corps. La classe se met à exister comme une personne. Il s'instaure une collaboration pratique et intellectuelle, un climat de confiance, une dynamique dans laquelle l'expression des réflexions, des commentaires et des interrogations des étudiantes ou des étudiants trouve toute la place qui lui est due. C'est peut-être là qu'on voit le mieux à quel point le questionnement commande toute la vie de l'esprit. Sans doute accorde-t-on parfois trop d'importance à la réception de connaissances et pas assez à la faculté d'élaboration, laquelle prend racine dans le questionnement. La pensée proprement dite doit son essor à un désir insatiable. Le questionnement est ce que nous avons de plus personnel et de plus propre. Je ne peux pas vous passer ma question, sinon très en surface, car la question authentique est animée par un sentiment, une inquiétude, la conscience d'un manque, parfois douloureuse. Elle appartient à celle ou celui qui la pose. Les liens qu'on découvrira dépendent des liens qu'on cherche. La réflexivité que rend possible le langage humain renvoie à la question et au questionnement que nous sommes, à notre existence comme essentiellement affectée par une mise en suspens. La communication humaine naît avant tout de l'intérieur. Elle implique d'une certaine façon la personne qui communique, le risque de la confiance à autrui, à ce qui échappe. Il n'existe pas une façon de communiquer purement abstraite. L'enfer de la non-communication, de la solitude ainsi entendue, doit faire entrevoir que la communication humaine a une valeur, une signification, un poids bien au-delà de tout ce que l'on imagine, qu'elle est à la fois formidable et fragile, beaucoup plus délicate, riche, constructive ou destructrice, qu'il n'apparaît à la surface. L'enseignement est peut-être la preuve la plus remarquable. Nous sommes faits pour communiquer, d'où cette nostalgie profonde de ne pouvoir communiquer à fond.
nous nous constituons dans la communication, dans la relation entre les personnes, dont une des formes les plus essentielles est l'enseignement. Un enseignement issu d'un vide ou d'un autre n'est pas de l'enseignement et déforme et déprime d'autant plus. Aussi faut-il déceler, promouvoir tout ce que chacune et chacun porte en soi virtuellement, échanger concrètement à cette fin, avoir l'imagination d'autrui. C'est assez dire en tout cas que l'enseignement en ce troisième domaine n'est pas moins tributaire que les deux autres de la qualité du questionnement suscité. Vous aurez compris que c'est elle, que c'est l'authenticité du questionnement qui me semble la stratégie pédagogique la plus fondamentale. Je dis bien l'authenticité, car pour chaque domaine, pour chaque discipline, il sera différent dans son contenu et animé par une connaissance approfondie du champ concerné. Conclusion, grandeur de l'enseignement, troisième point. Cette grandeur apparaît dans le défi merveilleux qui s'offre dès lors dans les faits à l'enseignante et à l'enseignant, pour peu qu'ils aient souci de culture et qu'ils éprouvent vraiment eux-mêmes la passion de connaître et de communiquer les connaissances. La connaissance ne se conserve pas mieux que le poisson. Il s'agit de raviver une sagesse et une beauté qui, sans la magie de l'enseignant, demeureraient perdues dans le passé. Il revient en somme à l'enseignant de faire naître l'enthousiasme, je cite ici Whitehead, le désir tumultueux de fondre la personnalité en quelque chose qui la dépasse. La manifestation la plus pénétrante de cette force est, ajoute Whitehead, le sens de la beauté, le sens esthétique d'une perfection réalisée. Fin de la citation. Bref, si, pour l'homme du ressentiment, le beau a quelque chose d'irréel, c'est tout le contraire pour ceux qui ont l'expérience de la vie de l'esprit, comme le montrent les attestations multiples de grands savants, de génies artistiques et de philosophes. Autant dire à une amante ou à un amant qu'ils ne vivent pas. Apprendre à éprouver l'extraordinaire beauté de la vie de l'esprit et la délectation correspondante, en mathématiques ou en poésie par exemple, est un fruit naturel de l'éducation dont on n'a nul droit de priver ceux qui les attendent, parfois à leur insu. Donner un sens étroitement utilitaire au droit universel à la culture est non seulement une contradiction dans les termes, mais une insulte à l'humain, à la liberté. La joie d'apprendre est fondamentale, la joie de faire comprendre aux autres ce que l'on sait et ce que l'on aime ne l'est pas moins pour les enseignants. On constate qu'en faisant comprendre une matière, on s'exalte de mieux la comprendre. On revient à la source. L'amour de l'enseignement, la passion d'éduquer se transmettent tout naturellement, incitant les jeunes d'esprit à progresser d'eux-mêmes vers de nouvelles quêtes de sens et de savoir, de nouvelles questions. Le rôle central de l'éducation est d'apprendre à penser toujours mieux. Des étudiants qui obtiendraient leur diplôme avec des habiletés techniques sans avoir développé leur pensée n'auraient pas été éduqués et auraient peine à jouer leur rôle de citoyen. Ce qu'il s'agit de former avant tout, c'est le jugement critique, lui seul rend autonome, libre. Ainsi, le défi ultime de l'enseignement est-il de susciter une autonomie culturelle suffisante chez l'étudiant pour qu'il puisse exceller en ce qu'il fera et surtout puisse vivre dans la richesse du concret. Mot concret qui vient du latin concrescere, croître avec, croître ensemble, on ne le redira jamais assez. L'arbre concret, c'est l'arbre individuel en toutes ses composantes et ses conditions, en sa vie même, par opposition au nuage de l'abstraction et des réductionnismes. Que, bien plus profondément encore, cette étudiante ou cet étudiant puisse s'éveiller à la vie dans ses manifestations les plus riches, éprouver la vie elle-même en ce qu'elle a de meilleur par l'affectivité qui, pour n'être jamais accessible de l'extérieur, est pourtant au cœur de la vraie vie. Merci.